Allons-y. Tiens, commençons par attaque de Boston contre défense des Knicks, si vous voulez bien. Bon, on l'a répété un peu toute l'année, malheureusement, et on l'a répété en se projetant pour les playoffs, mais là on y est, ça y est. En effet, cette défense des Knicks, elle est structurellement fragile parce qu'elle a deux maillons faibles. Voilà, assez simplement, très clairement, qui sont par ailleurs deux maillons faibles dont elle ne peut pas se passer, bien sûr, puisque ce sont ses deux meilleurs joueurs offensifs. Donc tu es un peu obligé de faire avec, tu peux pas les mettre sur le banc. Évidemment, Brunson et Karl Anthony Towns. Donc c'est vrai que dans une configuration de playoff, et on l'a vu d'ailleurs un peu contre les Pistons, mais on l'a vu toute la saison contre des grosses équipes, dans des grosses affiches où OKC qui allait les punir, je sais pas moi, je crois que c'était Boston aussi d'ailleurs en saison régulière, enfin à peu près tous les match-ups possibles de cette saison, on a vu que le plan de jeu, y compris en saison régulière, le plan de jeu ça a toujours été aller punir Towns, aller punir Brunson. Donc c'est vrai que là, ne serait-ce que de ce côté-là du terrain, le fit tactique est peut-être le pire possible pour moi côté Knicks, parce que non seulement toi-même, tu as deux maillons faibles qui peuvent être punis de deux manières différentes, deux maillons faibles, un big qui est fragile et un petit qui est fragile, donc tu peux punir de toutes les manières possibles et imaginables des maillons faibles, mais en plus tu fais aussi face à l'équipe qui est peut-être la mieux armée, la plus expérimentée, la meilleure tout simplement, sur précisément le fait de punir des maillons faibles. Les Boston Celtics, évidemment. C'est même littéralement leur attaque. Parfois, d'ailleurs, leur mauvais côté, c'est de tomber un peu trop là-dedans, de rechercher un peu trop le mismatch, de faire un peu trop d'un contre un dans cette recherche-là du mismatch. Mais voilà, c'est même précisément toute leur identité, de voir qui est le maillon faible en face et de le punir. Donc là, il y en a deux. C'est un peu le problème. Bon, on verra comment ça va se dérouler, mais c'est vrai que dans la théorie, moi, j'imagine assez bien, et pas que la théorie, parce qu'on a vu aussi 4 matchs en saison régulière entre les deux équipes et 4 qui ont été remportés par les Celtics, mais il y a un peu cet aspect où Brunson, voilà, pick and roll entre petits, c'est un classique côté Boston, notamment sur la fameuse empty action. Donc empty action parce que empty en anglais, parce que le corner est vide littéralement, donc on libère tout un quart de terrain pour un jeu à deux, comme ça il y a personne entre guillemets côté faible dans le corner. Et grosso modo, on enchaîne là-dessus. On l'a vu l'an passé, ils avaient enchaîné ça contre les Cavs, encore et encore et encore, avec Jrue Holiday, Derrick White, Tatum, Brown, chacun soit porteur de balle, soit poseur d'écran, etc. Mais en fait, juste pour aller cibler tel ou tel petit. À l'époque, c'était Mitchell, à l'époque, c'était Garland. Là, ça va être pareil, je pense, avec Brunson, en fait. Et pour Brunson et pour les Knicks, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on switch sur l'écran ? Et donc, par ailleurs, en conséquence, on va concéder le mismatch. Si on switch, on donne un mismatch favorable à Boston. Et ensuite, soit Tatum peut attaquer Brunson, soit Derrick White peut attaquer Brunson, soit Jrue Holiday, soit Brown, selon qui arrive à obtenir le switch. Donc, il y a ce truc-là si on change sur l'écran, on offre un mismatch et il peut être puni isolation, il peut être puni au poste bas. Tatum notamment, Brown, et puis même White et Holiday. En fait, les 4 sont compétents à la fois sur l'espèce de pull-up à mi-distance, à la fois aussi parfois sur le pull-up à 3 points, mais à la fois aussi donc sur ce post-up. Post-up contre mismatch, les 4 sont bons. Donc on a ça, et sinon l'autre solution c'est de se dire, non, on switche pas. On ne switche pas côté Knicks parce qu'on ne veut pas concéder ce mismatch, sauf que malheureusement, quand tu ne switches pas, ça veut dire qu'il faut que Brunson gêne le porteur de balle, puis revienne sur son attaquant, donc le poseur d'écran. Mais donc forcément, ça se fait en 2 temps. Il y a le edge, ou hard edge plutôt même pour être précis, c'est un hard edge. Je monte au-delà du niveau de l'écran, gêner le porteur de balle, et je reviens sur mon attaquant, mais sauf que le temps que toi tu fais ton edge, le poseur d'écran, il peut s'enfuir. Donc, il y a un côté où switcher, c'est s'offrir la possibilité, c'est priver l'adversaire de décalage. Et si tu ne switches pas, nécessairement, il peut y avoir un décalage qui apparaît quelque part, avec le poseur d'écran qui roule au panier, le poseur d'écran qui roule au pick and pop, voilà, ce genre de choses. Ou alors, si tu montes pas assez haut et que tu préfères rester accroché au poseur d'écran, Tatum va avoir une ouverture en sortie de son écran, etc., etc. Donc, ne pas switcher, ça veut dire forcément offrir un décalage quelque part, selon quel type de couverture tu fais. Mais est-ce que ça, c'est pas pire aussi ? Est-ce que c'est pas pire, au final, de pas changer et d'offrir un décalage, un cran d'avance pour un drive de Tatum, pour un pull-up de Tatum, pour un pull-up de Derrick White, pour je sais pas, pour n'importe quoi, pour un Jrue Holiday qui va rouler au panier. Si ça fait des prises à 2, par exemple, un edge un peu agressif ou même un blitz sur Tatum en sortie de cet écran avec Brunson qui monte très haut sur Tatum, le poseur d'écran, il peut ensuite rouler au panier ou même juste avant, le fameux short roll, je roule un peu pas loin de Tatum. Tatum lui fait la passe, vu qu'il a 2 contre 1, ça fait sur le reste du terrain un surnombre pour les Celtics. Et là encore, les poseurs d'écran chez les petits,
que ce soit Derrick White, Jrue Holiday, pardon, et puis même Brown, même si Brown c'est le moins bon, mais tout de même, voilà, ça reste des extérieurs et surtout ça reste des excellents joueurs sur ce qu'on appelle ce fameux short roll. Donc je reçois la balle un peu au cœur du jeu, après le 2 contre 1, moi je suis tout seul et je dois gérer soit faire une passe, soit faire un drive, etc. Gérer ce 4 contre 3, prendre des décisions en mouvement. Je pense même qu'on peut dire que notamment Derrick White et Jrue Holiday, c'est peut-être deux des meilleurs extérieurs de NBA sur ce côté short roll, l'extra passe en sortie du pick and roll. Pareil pour Tatum, si c'est Tatum qui est utilisé en tant que poseur d'écran. Voilà, on peut imaginer un peu tout de ce côté-là. Après, on peut aussi se dire que pourquoi pas ne pas switcher cette action, mais tenter de la protéger avec finalement une aide en deuxième rideau. Un peu un côté au niveau et au moment et dans l'espace du pick and roll, on ne switche pas. Donc, on sait qu'il y a un décalage qui va apparaître, mais c'est un troisième homme qui va apparaître dans l'action depuis la ligne de fond, notamment depuis le côté faible. Et voilà, un peu venir s'inviter là-dedans pour, si le poseur d'écran roule au panier, il est couvert. Si le poseur d'écran va au pick and pop, il est couvert aussi avec un troisième homme qui vient sur lui, etc., etc. C'est imaginable. C'est d'autant plus imaginable que les Knicks et Thibodeau, c'est parmi les équipes de NBA qui sont le plus proactif, le plus agressif sur cette rotation depuis le côté faible, depuis toujours, alors on va même pas remonter à Thibodeau, époque Boston, quand il était assistant de Doc Rivers, hein, c'est lui qui a un peu instauré ça, qui a développé ça en tout cas, cette défense-là, mais même récemment, depuis qu'il est au Knicks, on voit que à chaque fois, même si c'est un petit qui est ligne de fond, le petit côté faible est toujours un peu agressif là-dessus, sur ce positionnement, sur même plus qu'une rotation, c'est même parfois une pré-rotation, on vient en amont de l'action, un peu boucher le terrain et empêcher être là avant que le décalage apparaisse, être un peu dans la zone, etc. Ça peut s'imaginer, ça peut. Le problème, c'est que Mazzulla, on l'a vu, hein, c'est un très très bon joueur d'échecs. Je sais pas. Enfin, en termes de jeu d'échecs basket, évidemment, Boston, depuis 2 ans, avec Mazzulla, c'est vrai qu'on a affaire à une équipe qui est chirurgicale pour punir ça. Précisément, leur action, leur empty action, donc le jeu à 2 qui se fait par exemple sur l'aile gauche, on fait ça sur l'aile gauche. Qu'est-ce qu'on fait sur l'aile droite? On met notre pivot shooter sur l'autre aile. Donc avec ça, ça permet d'éloigner déjà le protecteur de panier adverse. Donc par exemple, si on a Derrick White et Tatum qui font un pick and roll à gauche, à droite, Porzingis sera à 3 points. Il sera sur l'aile. Comme ça, le protecteur de panier adverse sera à 3 points. Donc déjà, premier élément, le mec qui va aider ligne de fond, ce sera pas un pivot. Ce sera un plus petit. Donc l'aide pourrait être plus inefficace. Et puis même, en fait, deuxièmement, on connaît ces mécanismes et même il y a ce schéma-là à Boston où en fait on sait ce qui va arriver, on anticipe et on fait tourner. Donc notamment quand on sait que ça ne va pas switcher au moment de l'écran sur l'aile gauche, en fait on fait tourner en 2 extra passes. Presque le but du pick and roll, c'est presque d'être un appât, un leurre pour attirer un peu la défense et attirer le troisième défenseur, attirer l'aide côté faible, et une fois qu'elle vient, hop, on libère vite, et en 2-3 extra passes, on arrive de l'autre côté et on punit avec un 3 points ouvert de l'autre côté. En fait, on arrive à trouver le joueur qui a été abandonné côté faible, grosso modo. Et là-dessus, Boston est génial. Boston est fantastique, c'est leur schéma de base, presque, j'ai envie de dire, hein, on peut presque aller jusque-là, de setup un peu ça, d'attirer vers là, et de libérer, soit tu switches, et tu leur donnes un mismatch sur ce jeu à 2 et ils vont l'attaquer. Soit si tu switches pas et que tu veux compenser avec de l'aide, ils sont très bons pour faire tourner et pour en 2 extra passes faire aller le ballon de l'autre côté et te punir. Donc voilà, c'est un peu le dilemme. J'ai hâte de voir comment est-ce que ça va être géré, ce côté Brunson ciblé encore et encore. Je crains un peu pour les Knicks pour le coup. D'autant que, et ça va revenir tout le temps dans cette preview, mais Boston a un spacing fabuleux. Donc c'est vrai que si par exemple Boston n'avait pas ce spacing, on pourrait se dire que la défense, elle abandonne quelqu'un, mais c'est volontaire. Et c'est même totalement assumé de dire, on a ce joueur qui est un non-shooter, qui est une valve de décompression, comme on dit. On peut mettre de la pression ailleurs parce qu'on a cette valve de décompression où on peut l'abandonner et on peut ne pas revenir sur lui à toute vitesse. C'est pas grave. Non, la force de Boston, c'est même précisément d'avoir ce spacing parfait la majorité du temps et donc de pouvoir punir ces schémas qui vont protéger des switches, etc., etc. Donc c'est l'identité de Boston, c'est précisément ceci. Donc à voir côté Brunson, et puis côté Cat aussi, on n'a pas trop développé encore, mais on peut le cibler sur pick and roll relativement facilement. C'est ce qui a été fait, même ce qui a été fait dès le tout premier match de la saison 2025. C'était un Boston-New York et c'était le pull-up de Jason Tatum qui était à la base de tout, parce que ce pull-up de Tatum fait que forcément le pull-up à 3 points en sortie de l'écran,
Au début, les Knicks voulaient un peu rester en drop, donc Towns qui restait un peu bas sur les écrans pour essayer un peu d'être en contrôle et pas sortir trop, être agressif et être puni derrière. Non, on préférait rester un peu bas, sauf que au bout de 2-3 pull-up à 3 points de Tatum qui profitait de cet espace en sortie de l'écran pour dégainer et pour les mettre, au bout d'un moment, on a commencé à s'ajuster et une fois que tu t'ajustes et que Towns est obligé de monter, s'il monte, ça veut dire qu'il laisse de l'espace dans son dos, donc passe par-dessus, spacing, extra pass, etc., etc. Donc c'est un peu tout le dilemme. C'est que finalement, on a ce Towns qui peut être ciblé sur pick and roll. Et ça peut être un pari d'ailleurs. Ça peut être un pari de dire non, on va rester bas, on va miser sur le fait que, alors, Tatum, mais ça peut être Derrick White ou des mecs comme ça, laissons-leur ce pull-up à 3 points pour mieux contrôler la raquette. Pour mieux contrôler la raquette, pour mieux contrôler et empêcher des drives, et même pour justement, pour ne pas déclencher du mouvement de balle. Ça peut être ça aussi l'argument. C'est pas juste je reste bas pour bloquer l'accès au panier, c'est aussi je reste bas pour ne pas créer un 2 contre 1, qu'ensuite eux peuvent nous punir, et une fois que sinon on fait un 2 contre 1 sur eux, eux à coup d'extra pass, ils peuvent nous punir ce surnombre et aller chercher leur surnombre eux ailleurs, quoi. Donc il y a un aspect en fait de contrôle du chaos. Faire une prise à 2 agressive, c'est créer un chaos quelque part, c'est faire un surnombre sur l'écran, mais donc ailleurs t'es fragile. Alors que rester un peu plus traditionnel, c'est essayer de justement pas trop de créer de chaos. Mais ça se fait en concédant des ouvertures et des poches d'espace et d'air dans certaines zones. Là, en l'occurrence, est-ce que vraiment tu as envie de faire ça ? Est-ce que tu as envie de parier sur le fait que Brown, que surtout Tatum et Derrick White ne mettront pas leur pull-up à 3 points ? Je ne sais pas, ça paraît assez compliqué. Après, bon, là-dessus sur le pick and roll aussi, pardon, j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais il y a aussi la question du match-up. Je m'excuse si vous êtes auditeur fidèle, vous nous avez entendu en parler toute l'année, mais il y a un peu ce truc avec les Knicks de pourquoi est-ce que Kat défend nécessairement le pivot adverse ? C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que dans l'idée, on pourrait totalement s'imaginer de jouer avec les match-up. Un Thibodeau qui dirait le pivot va être défendu par OG Anunoby, donc OG est quand même un ailier, mais quand même hyper costaud, hyper grand, avec des bras interminables également, donc ça peut passer, et comme ça permet de cacher Towns ailleurs, sur quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la théorie, de dire on peut sortir Towns du match-up du pivot, et donc du pick and roll 1-5, ou du poseur d'écran qui est le poste 5, on arrive à cacher Towns et le sortir de ce match-up-là, mais dans les faits, et si vous êtes auditeur régulier, encore une fois, vous nous avez entendu le dire toute l'année, Thibodeau ne l'a quasiment jamais fait. Vraiment, Thibodeau laisse Towns sur le pivot. Et c'est ce qui est un peu dommage, parce que du coup, les attaques peuvent attaquer avec leur meilleur poseur d'écran, qui est plutôt un pivot généralement, et ce poseur d'écran, en plus, cible en même temps Towns. Enfin, ça permet de cibler et d'impliquer dans l'action Towns, qui est donc en plus le maillon faible. Donc voilà, c'est la question pour moi, c'est est-ce que enfin on va jouer avec les match-up. Vu ce qu'on a eu toute l'année, c'est possible que non, qu'on reste comme ça, puisqu'il ne l'a pas fait toute l'année. Après, de l'autre côté, est-ce que cette stratégie, c'était pas précisément un aspect de non, on se garde cette carte-là pour les playoffs, et là, en playoffs, ça va se jouer sur 4, 5, 6, 7 matchs maximum. Est-ce que là, on dégaine pas un peu en mode surprise ou en mode, en mode carte magique ? Là, justement, on joue avec les match-up. Peut-être. Peut-être pas. Je développerai un peu tout à l'heure pourquoi ça peut paraître compliqué quand on parlera des match-up. Mais voilà, il y a un peu ce truc de est-ce qu'enfin on va mettre le pivot il va être défendu par donc Porzingis, est-ce que Porzingis pourrait être défendu par Mitchell Robinson qui sort du banc, ou que justement on met titulaire? Est-ce que OG Anunoby aussi pourrait pas lui prendre ce rôle-là? Peut-être, ou est-ce que on va rester comme d'habitude avec 4 en poste 5 qui défend le poste 5 adverse un peu comme d'hab? Je ne sais pas. Après, les couvertures vont aussi dépendre beaucoup de qui est le poseur d'écran, notamment. C'est vrai que j'ai parlé un peu du drop pour essayer de contrôler le chaos et de rester un peu en mode traditionnel et conservateur et pas trop créer d'espace et de brèche dans la défense. Ça dépend aussi de qui est le poseur d'écran. En l'occurrence, je pense que avec Porzingis ayant une menace de pick and pop, sans doute qu'on pourrait tenter l'option du switch et même du late switch, c'est-à-dire Kat va démarrer comme si c'était un soft edge, ou un drop, donc il va un peu laisser venir peut-être, et le défenseur qui est sur Tatum par exemple commence à traverser l'écran, et puis non, en fait il s'arrête, et au final il reste sur Porzingis. Pourquoi ? À quoi ça sert de faire ce genre de switch ? C'est que switcher, ça permet qu'il n'y ait pas de pick and pop ouvert. Alors que un drop, un edge ou des couvertures un peu normales, on va dire, les deux défenseurs vont rester sur le ballon, sur Tatum, et donc Porzingis va être défendu par personne.
Donc, il y aurait une ouverture de pick and pop. Donc, je pense que on pourrait s'attendre, pourquoi pas, à un late switch pour défendre le pick and pop. Sauf que, forcément, vous le devinez, si tu switches, ça veut dire que, je sais pas moi, si c'est OG Anunoby qui est sur Tatum à la base et qui se retrouve à switcher sur Porzingis pour empêcher le pick and pop, c'est très bien. T'as privé Boston de ce pick and pop et d'un tir ouvert, d'accord, mais t'as concédé Towns en switch et donc en 1 contre 1 sur Brown ou sur Tatum. Et ça, on peut se poser la question, est-ce que t'as envie ? Est-ce que t'as envie de toute une série ou en tout cas de longues séquences offrir ce 1 contre 1 dans le périmètre 4 qui doit défendre sur Tatum, par exemple ? Bon, bah c'est un peu compliqué. Donc après, une autre possibilité, ce serait de se dire, sur l'écran, on reste à 2, on switche pas, on amène un 3e homme, encore une fois, un fameux 3e homme, un 3e homme qui fait la rotation sur le pick and pop. Ça peut s'imaginer, ça peut d'autant plus s'imaginer que Tatum n'est pas un passeur de chapeau 1, donc notamment, tu fais ça face à Luka Doncic, bah, il fait pas la passe à Porzingis qui va être couvert, mais il est capable de sauter une rotation et de faire la passe corner opposé, ou en tout cas à 2 passes près, on peut dire. Il peut faire la passe directement, lui, un passeur chapeau 1, il peut faire directement la passe au mec qui est ouvert même s'il est plus loin. Alors que Tatum, tu peux te dire, bon, Tatum, c'est peut-être pas ce niveau de passe, donc couvrons l'option la plus directe, la plus facile, la plus proche. Et c'est vrai que lui, il peut pas nous punir en faisant la passe un peu plus lointaine. Donc, ça peut s'imaginer. Mais le problème, encore une fois, on en vient là, c'est que Boston, spacing et connecteur. Donc, notamment, si Tatum, tu décides de faire une prise à 2 plus ou moins agressive, mais pas hyper agressive, mais voilà, tu décides de rester à 2 sur le pick and roll sur lui et tu apportes un 3e homme sur Porzingis, d'accord, sauf que le ballon voyage plus vite que les joueurs. Donc, notamment, si Tatum arrive à libérer sur Porzingis relativement rapidement et que Porzingis peut ensuite faire une extra passe lui-même vers l'aile opposée ou le corner opposé. Et donc ça, c'est rendu possible aussi par le spacing. Spacing où en fait tout le monde peut être dangereux et où tu t'as pas ce côté où non, on peut faire ça et puis c'est pas grave. Côté faible, on laisse ce non-shooter, on fait pas la rotation sur lui, si lui il a la balle, c'est pas grave. Bah non, Boston, tu peux pas faire ça. Et puis de la même manière, imaginons que tu commences à rentrer dans ce genre de mécanisme, à faire 2 sur le ballon et puis un 3e qui couvre le pick and pop, c'est bien gentil, mais Boston possède de très très bons connecteurs, des joueurs qui font le liant, qui sont un tissu liant, qui peuvent faire le lien entre la création et le créateur et le finisseur, notamment, parlons concrètement, un Derrick White, un Jrue Holiday, des mecs comme ça qui viennent faire des cuts off-ball et qui viennent couper dans le dos de la défense, couper dans le dos de l'aide, venir offrir une option de passe un peu plus facile également là pour Tatum, pour la renvoyer ensuite ailleurs, etc. Donc il y a cette menace, on va dire, de connecting plus de spacing à Boston qui fait que toute couverture agressive peut vite s'avérer un peu dangereuse. Donc voilà, le problème c'est que si tu veux switcher pour ne pas avoir un pick and pop facile, il n'y a pas de problème, mais ça veut dire potentiellement offrir 4 sur un plateau à Tatum. En tout cas, si 4 est en effet sur notre ami Porzingis, si 4 est sur le pivot adverse, ou si 4 est sur Al-Horford. Al-Horford aussi, je pense que, est-ce que tu as envie de faire un late switch sur Al-Horford ou pas ? Est-ce que Al-Horford, tu crains peut-être un peu moins, tu pourrais te permettre de pas faire un switch, je ne sais pas, mais voilà, là typiquement on arrive à la question des match-up, et si par exemple on faisait rentrer un Mitchell Robinson en titulaire, ou en gros temps de jeu en tout cas, ou alors si on avait un OG Anunoby qui défendait le poste 5, bah peut-être que tu aurais moins de problèmes à faire ça. Peut-être que le défenseur de Tatum, je sais pas moi, Mikal Bridges, il peut rester sur le pick and pop, et le défenseur qui était sur Porzingis, c'est OG, et d'un coup, OG qui switch sur Tatum, c'est plus intéressant. Vous voyez un peu, c'est l'idée, c'est de se dire, de jouer avec les match-ups, ça permet de sortir Towns de ce pick and roll-là, et au final, même si on fait un switch, ça reste un premier rempart qui est totalement acceptable face à Tatum sur ce pick and roll. Donc voilà, mais après, bon, c'est pas non plus exactement... c'est une possibilité, et j'attends de voir, hein, parce que voilà, il y a ce qu'on voit en saison régulière. Après les playoffs et les meilleurs coachs de playoffs, c'est aussi des mecs qui sont capables de prendre des vraies décisions, de pas attendre le match 3 ou 4 d'ailleurs pour prendre la décision, au passage. Mais il y a aussi ce côté plus proactif en playoff. Donc ça me paraît peu probable, mais c'est quand même intéressant d'énumérer un peu toutes les possibilités. Mais voilà, la clé, ce sera encore une fois, à mon avis, le pull-up à 3 points de Tatum. Parce que si ça commence à rentrer, tu peux pas te permettre de rester en drop et de un peu tout contrôler comme ça. Donc ça, non, ça c'est pas possible. Est-ce que tu peux te permettre de switcher sur Tatum ? Vu le spacing, ça paraît compliqué. Et puis,
Et puis, d'ailleurs, on a dit l'identité fondamentale de Boston, c'est un peu ce jeu de la chasse au mismatch, hein, pour le coup, de très bien structurer le terrain, les fameuses, bon, le nom on s'en fiche, hein, c'est un peu des Gator action, littéralement les actions d'alligator, hein, je sais pas pourquoi, mais Gator action, c'est un peu justement quand tu attires d'un côté pour attirer l'aide depuis le côté faible, avant de vite extra passe, de vite punir de l'autre côté. Voilà, le but c'est les Gator action, c'est ça, c'est comme j'ai décrit tout à l'heure, de attirer d'un côté, sachant que l'aide, la prise à deux ou l'aide côté faible va venir, tu attires d'un côté et vite tu libères ensuite pour l'autre côté. C'est ça un peu ce genre d'action. Là encore là-dessus, ils sont très bons. Mais disais-je, pardon, je me perds moi-même. Donc l'identité de Boston, c'est ça, c'est le 1 contre 1, c'est la chasse au mismatch. Mais on a vu aussi cette saison une partie importante de l'attaque, surtout deuxième partie de saison d'ailleurs, à partir des matchs OKC, les matchs à Cleveland aussi, je parle des grosses affiches, hein, notamment qui ont été gagnées par Boston. On a vu l'émergence de beaucoup plus de pick and roll de Tatum, justement. Alors, c'était pas les mêmes types de couverture, parce qu'à Hartenstein, OKC Boston à l'époque, début janvier, il faisait beaucoup de edge notamment, et puis Boston, puis Cleveland aussi, c'était un peu différent, ça faisait des edge notamment pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu aussi l'émergence, je trouve, en deuxième partie d'année avec Boston, l'émergence d'une attaque plus traditionnelle, on va dire, c'est-à-dire du pick and roll Tatum. Un peu plus frontal et un peu plus à haut volume, surtout. C'est un peu ça la clé, parce que pick and roll, il y a toujours pu en faire, hein, évidemment. Mais le fait il y a certains matchs où on appuyait là-dessus, c'est une arme qu'ils n'avaient pas forcément à ce point autant, qu'ils ont développé. Et donc je trouve ça bien, parce que voilà, on arrive sur un match-up où, potentiellement, si Thibodeau ne joue pas tant que ça avec les match-up, tu peux arriver à punir un Towns. Et puis d'ailleurs, on peut le dire aussi, en fait, même si Thibodeau joue avec les match-up de qui défend qui, et même si Thibodeau essaye de sortir 4 du match-up contre le pivot adverse, bon, en fait, il peut quand même le punir. Il suffit juste que tu appelles sur l'écran, et tu appelles en poseur d'écran, le mec qui est défendu par Towns, finalement. Donc, d'une manière ou d'une autre, Towns reste un élément qui peut être ciblé et attaqué, et peut-être un maillon faible qui va donner pas mal de décalage à Boston. Parce que voilà, au final, qu'il soit sur un pivot ou sur un plus petit, juste tu fais venir le mec sur qui il défend en tant que poseur d'écran, tu impliques donc Towns dans ce pick and roll, et à partir de là, c'est bingo, quoi. C'est comme ça que tu peux développer pas mal d'attaques. Donc voilà, c'est un peu le truc que je crains, faisant un peu le résumé, c'est que Brunson peut être ciblé, on a développé tous les dilemmes, et il n'y a pas de bonne solution, et Towns peut être ciblé également. Donc voilà, après, y a-t-il l'option de faire des blitz ? Est-ce qu'on pourrait pas se permettre justement de parier sur le fait que Tatum c'est un bon passeur, c'est pas un chapouin. Est-ce que, et ça a été vraiment une vraie arme cette saison qu'on a vu à 2-3 reprises, et pas forcément des Knicks, mais de certaines équipes, de dire est-ce que notre meilleure option, vu qu'il est fort partout, Tatum, l'endroit où il est peut-être le moins fort, c'est peut-être le passing, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre une énorme pression sur le ballon, beaucoup non pas un soft edge où un peu on fait un 2 contre 1 mais en laissant venir, quoi, pour contenir l'action, voilà, 2 contre 1 on laisse venir, non pas un soft edge mais un hard edge, ou même des blitz, des trappes, des prises à deux agressives. Est-ce que c'est peut-être pas ça une solution ? Est-ce qu'il n'y aura pas aussi cette carte à jouer dans la série, de dire on peut essayer de couper court directement à l'attaque, et notamment en pick and roll, en le gênant beaucoup, et en misant sur le fait que il n'arrivera peut-être pas 100% des possessions à sortir la balle, parce que c'est pas un passeur, encore une fois, de 99e centile, et que peut-être on peut gagner des points comme ça, quoi. Peut-être que la carte à jouer blitz peut être intéressante, mais là encore, on retombe sur d'accord, sauf que vu le spacing qu'il y a derrière, c'est très risqué. C'est très risqué d'être uber agressif loin du panier sur des blitz, sur des écrans, sachant que si la balle ressort, t'es un peu mort, quoi. T'es un peu mort parce que extra passe, shoot à 3 points, beaucoup d'espace. Voilà, les Knicks pourront pas arriver à couvrir ce qui se passe derrière, quoi. Donc le pari, ce serait vraiment d'être le plus létal possible, le plus étouffant possible dans le périmètre, et d'empêcher que la balle ressorte. Mais si la balle ressort, t'es un peu mort. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Je sais pas. Et l'autre option, ce serait aussi de se dire pourquoi pas tenter le switch au final. Ça peut paraître un peu fou, mais ça peut s'imaginer. Est-ce que la meilleure solution, ce serait pas au final de dire Towns, qui que tu défendes, tu switch, ok. Et puis par exemple, une tactique qui est classique en NBA, c'est le pivot, après avoir switché sur un petit, il va presser haut, il va presser très haut pour premièrement dissuader ou empêcher un pull-up à 3 points, et même
incité à driver, parce que si le pivot il monte très haut, il est vulnérable sur un drive. En général, si tu veux pas te faire dépasser, tu restes un peu bas, et si tu veux presser, tu montes haut, mais si tu montes haut, bah, c'est plus facile de te dépasser. Et donc il y a un peu ce genre de stratégie, d'ailleurs, qu'on a vu dans la série Wolves Lakers, qu'on a vu, Mike Malone le faisait beaucoup à Denver à l'époque, même avec Jokic et même Mason Plumlee, etc. Enfin, c'est classique depuis des années et des années, ça, pour le coup. Le côté, on fait switcher le pivot, et pour le protéger, grosso modo, on le fait presser haut, comme ça lui il incite à se faire attaquer sur drive, et en fait une fois que le mec attaque sur drive, on le réceptionne au panier avec un trap the box, on appelle ça, un deuxième défenseur qui arrive et qui le réceptionne. Ça peut s'imaginer, mais encore une fois, on parle d'une attaque qui a un spacing génial. Donc Towns qui va se retrouver sur des 1 contre 1, ok, c'est génial, tu n'as concédé aucun décalage, donc la défense est encore relativement dans un état stable. Mais premièrement, Tatum, il est fort à 1 contre 1. Et puis pas que Tatum, même Brown, pour le coup, ou même Derrick White. Et puis deuxièmement, il faut le protéger, là, 1 contre 1. C'est pas juste on fait 1 contre 1, on fait un switch et puis tu te démerdes un peu 4. Non, ça marche pas comme ça en NBA. L'isolation, on l'a déjà dit, l'isolation, c'est plus vraiment une isolation aujourd'hui en NBA. C'est le mythe du 1 contre 1 n'existe plus. Enfin, c'est pas des vrais 1 contre 1. Il y a des mecs côté fort, côté faible, qui viennent boucher le terrain en tête de raquette ou en amont de l'action, au début de l'action, et puis même sous le panier, il y a souvent une aide aussi qui vient se rajouter. Donc c'est souvent des 1 contre 3, 1 contre 4, on va dire, ou j'exagère un peu, mais c'est quand même un peu l'idée. Mais là, pareil, si tu essaies de switcher et ensuite que tu veux le protéger avec un mec sous le panier qui vient depuis le côté faible, tu veux le protéger avec des stunts, donc des mecs qui vont essayer de boucher l'espace, de rétrécir l'espace et empêcher Tatum de driver main droite ou main gauche avec très tôt, vous voyez ce que je veux dire, un peu en tête de raquette ou à 3 points depuis l'aile, des mecs qui viennent très tôt empêcher et boucher cet espace, tu peux le faire. Mais encore une fois, si Boston n'a que à mettre des bons shooters à une passe près, et comme ça, quand l'aide se déclenche, Tatum, la passe, la lecture simple, il peut la faire, même largement facilement. S'il essaie de driver contre Towns et qu'on essaie de protéger Towns avec, par exemple, Josh Hart qui coulisse et qui vient boucher l'espace et empêcher un drive main droite, Tatum, il fait juste la passe au shooter qui a été abandonné par Josh Hart. Et il y a certaines configurations d'équipe où ça peut s'imaginer. Encore une fois, avec Boston, c'est risqué. C'est risqué parce qu'ils ont des bons shooters partout. Donc voilà. Boston, c'est une des meilleures équipes anti-stunt, on peut dire. Donc si tu veux faire des stunts contre eux, c'est risqué. Donc voilà un peu pour décrire. Je vais essayer de résumer pour le pick and roll. Est-ce qu'on met Towns sur le pivot ou pas ? Première question. Même s'il n'est pas sur le pivot, on peut le cibler. Ok. Est-ce que Towns fait un drop, mais le pull-up à 3 points de Tatum peut punir ça assez rapidement ? Est-ce qu'on fait un switch pour empêcher le pick and pop et pour empêcher tout décalage, mais ensuite, soit Tatum peut attaquer Towns dans l'espace, soit d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Porzingis aussi. Porzingis, on l'a vu en finale NBA, il peut aussi lui-même aller s'installer au poste bas, poste haut et faire son 1 contre 1 et shooter par-dessus le plus petit. Donc il y a ça. Soit sinon, on fait un blitz, on fait une prise à 2 agressive sur Tatum, mais là encore, si la balle arrive à sortir, t'es un peu mort. Donc il n'y a pas de bonne solution pour le coup. Dans ce match-up, on en parle un peu de tactique. Le fait de cibler aussi, de cibler des 1 contre 1 avec Boston, les fameux piquets dans l'entre petits pour cibler un Brunson, pour attirer la défense d'un côté, et puis en fait, ceci étant l'heure pour vite aller chercher l'autre côté, ou alors juste, si ça donne le 1 contre 1 et que ça switch sur l'écran entre petits, on peut cibler le petit au poste bas, on peut le cibler le petit avec un pull-up dans le périmètre, etc. Voilà, c'est pas. Tactiquement, il n'y a pas de bonne solution pour le coup, mais parce que deux maillons faibles, c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, surtout quand donc, tu affrontes une équipe qui a un tel spacing. Et donc voilà, compenser et protéger un maillon faible, ça se fait avec des défenseurs supplémentaires, mais le défenseur supplémentaire, s'il vient t'aider, ça veut dire qu'il abandonne quelqu'un pour t'aider. Mais si toi, t'as que des bons shooters sur le terrain, tu peux punir plus facilement le fait qu'on t'abandonne. Juste pour finir, peut-être en termes de match-up, je pense qu'on va partir sur donc un 4 qui défend Porzingis. Voilà, poste 5 sur poste 5. Potentiellement Anunoby, qu'on va aussi garder au passage pour mettre sur Tatum. C'est vrai qu'avoir un premier rideau de cette qualité, ça aide aussi. Donc peut-être ça, c'est la meilleure solution plutôt que de se dire non, Anunoby, il est gros, donc il peut tenir des pivots, et puis etc. Donc je pense que 4 sur Porzingis, Anunoby sur Tatum, Mikal sur Jaylen Brown, même s'il a fait un petit déficit de puissance et que Brown pourrait l'attaquer en post-up, mais il y a aussi Josh Hart pour le coup, donc il
il y a aussi cette possibilité. Je pense que Josh Hart peut aussi se prendre un peu Jalen Brown. Donc, soit Michael, soit Hart sur Brown, et donc soit Michael, soit Hart sur Derrick White. Et puis Jalen Brunson. Où est-ce qu'on le met? Il reste plus que Joe Holiday. Alors, il y aura des séquences où tu pourras le cacher un peu sur Pritchard ou sur Sam Hauser ou des mecs comme ça. Mais là, sur le 5 de départ et sur pas mal de minutes des gros titulaires, on va dire, il n'y a pas d'endroit où tu peux cacher Brunson. En général, on essaie de le cacher sur le moins bon attaquant et ou sur le moins bon shooter. Ok, Jrue, c'est pas un shooter, mais en fait, Jrue Holiday pourra aussi, à mon avis, juste avoir des possessions où il va être initiateur d'attaque. Ce qu'il n'est plus trop depuis 2 ans, depuis qu'il est à Boston, il est plutôt connecteur, hein, il est plutôt que connecteur plutôt que créateur balle en main. Mais on a vu aussi depuis 2 ans que quand il faut, quand il y a le bon match-up, ça reste un mec qui, il y a encore 2-3 ans, était un porteur de balle de calibre All-Star ou pas loin, avec ce type d'utilisation. Donc il n'a pas non plus tout perdu. On parle pas d'un mec, la version porteur de balle, c'était il y a 10 ans, non. Et puis surtout un mec hyper costaud. Donc il y a des fois, il n'y aura même pas besoin de faire la chasse au mismatch pour que Derrick White, pour que Tatum et Brunson. Je pense qu'il y a aussi l'attaque frontale de tiens, Jrue Holiday va cibler en 1 contre 1 Brunson parce que c'est toi qui as Brunson. Et si Brunson n'est pas sur Jrue, il va être sur qui? Il va être sur Derrick White. Ok, sauf que Derrick White, il va se faire plaisir, quoi. Derrick White, en termes de 1 contre 1, c'est pas mal non plus aussi, pour le coup, sur Brunson. Si Brunson, on le met où alors? On le met sur Jalen Brown, c'est pareil. Il y a la problématique du 1 contre 1. Jalen Brown peut te punir largement 1 contre 1, notamment en post-up, plus petit, il adore ça. Enfin, voilà, il n'y a pas de bonne solution, quoi. Donc pour le coup, c'est un peu le problème des match-ups. Pour ça, c'est que on pourrait même avoir un bonus avec juste Jrue Holiday. T'as plus de possession que d'habitude, plus de play call ou juste post-up pour toi, quoi. Ou alors drive isolation depuis la tête de raquette, là, comme il aime bien faire, un peu en mode bully ball, c'est possible aussi. Ou alors, autre configuration de match-up, hein, on en parlait, si on essaie un peu de sortir Towns du poste de pivot. Donc on mettrait OG sur Porzingis, d'accord, ok. Mikal ou Josh Hart, soit sur, les deux, sur Tatum et sur Brown. Mais là déjà, vous voyez qu'on perd un peu. Parce que Mikal sur Tatum, je pense que c'est pas mal, mais je pense qu'OG est quand même meilleur en termes de défense d'homme à homme sur le profil Tatum. Donc Mikal, peut-être pas assez costaud ou un peu moins costaud et un peu moins terrifiant, on va dire, en homme à homme. Et puis Josh Hart, assez costaud, mais avec peut-être des bras en moins, quoi, on va dire, un peu moins d'envergure. Donc Tatum pourrait un peu plus facilement lui shooter par-dessus ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc OG sur Porzingis, sur le pivot. Mikal et Josh Hart sur Tatum et Brown. Bon, évidemment, toujours Brunson sur Jrue Holiday. Et donc, Kat, on le met où? Parce que t'es bien gentil, Guillaume, de nous parler de déplacer, de jouer avec les match-ups. Mais si on met OG sur Porzingis, il faut bien le mettre ailleurs, Kat. Donc, est-ce qu'on le met sur Brown? Non. Est-ce qu'on le met sur Tatum? Non. Est-ce qu'on le met sur Jrue Holiday? Peut-être, mais en fait, c'est choisi ton poison. Tu mets Kat sur Jrue Holiday, qui est le non-shooter. Ok, c'est le moins pire. Mais ensuite, tu te retrouves avec Brunson sur White. Et Brunson sur White, on a déjà dit, c'est pas top. Ou alors donc l'inverse. Ou alors si tu laisses Jalen Brunson sur Jrue Holiday, ok, mais tu demandes à 4 de défendre Derrick White. Là non, c'est pas possible non plus, quoi. C'est un peu là-dessus où le fameux jeu des match-up qu'on décrit depuis cette année, c'est toujours de se dire, enlevons Towns du pick and roll et plaçons-le sur un non-shooter pour être un peu plus tranquille. Sauf que là, il n'y en a pas des non-shooters. Il y a ni non-shooter / ni pas bon joueur offensif. Parce que là encore, et d'ailleurs là on retombe exactement sur la problématique de 2 maillons faibles. Si t'en avais qu'un, si t'avais que 4, c'est pas grave, tu mets 4 sur Jrue Holiday. Ok, c'est pas parfait, tu peux arriver à le punir, Jrue Holiday peut être un poseur d'écran et quand même emmener 4 dans l'action, etc., etc. C'est pas parfait, mais c'est ça le jeu des match-up. Par contre, le problème c'est que si t'avais que 4, ça pourrait passer, mais là t'as Brunson. T'as un 2e maillon faible. Et si tu te permets de faire ça et que tu offres Brunson sur un plateau à Derrick White, il va se faire plaisir, quoi. Et je pense que Derrick White, il est capable de punir frontalement et directement un Brunson. Donc il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution. Est-ce qu'on peut imaginer un Mitchell Robinson qui sortirait de sa boîte en mode titulaire au gros temps de jeu? Je ne sais pas, parce que ça affaiblirait encore sans doute le spacing, mais je pense que ça va être une possibilité, une option qui va être utilisée, oui. Mais voyez un peu l'idée, quoi. C'est que là, concrètement, comment est-ce qu'on joue avec les match-ups? On peut pas. On peut pas trop. Est-ce qu'on met 4 sur aussi Jalen Brown? Ça peut s'imaginer. Ça me paraît un peu compliqué. Hein. Ça peut se tenter. Hein. Ça peut se tenter de dire on met 4 sur Brown et tu restes bas, tu le forces à prendre des pull-ups. Quoi. Tu le forces à prendre des pull-ups un peu dégueux, sachant qu'il peut les mettre. Hein. C'est Jalen Brown.
Mais ouais, pourquoi pas. Mais là encore, hein, t'as des moyens de punir. C'est juste tu fais une sortie d'écran pour Jalen Brown ou des trucs comme ça, tu le fais bouger dans le périmètre. Bon, je sais pas. Et puis en plus, d'ailleurs, on l'a même pas dit, mais si, imaginons, voilà, tu mets Brunson sur Jrue Holiday, Brunson sur Jrue Holiday, tu mets 4 sur Derrick White, tu dis, ah, ça va passer, ou alors tu bricoles, tu mets 4 sur Jalen Brown, ou alors tu fais l'inverse. Enfin bref, imaginons là, tu bricoles tout ça, tu dis, bon, faisons comme ça va passer, etc. Et tout ça, tu bricoles, pourquoi? Et tous ces compromis, et toute cette réflexion, et tous ces risques potentiels, tu les prends, pourquoi? Pour que il y ait OG Anunoby qui soit sur Porzingis pour le pick and roll Tatum Porzingis. Voilà, tout ça c'est pour ça, on le rappelle, pour que tu aies OG sur le poste 5. Sauf que Boston, en un claquement de doigts, peut annuler totalement ça. Boston peut dire, bon ben en fait, on arrête le pick and roll, juste Porzingis, tu vas rester sur l'aile, pas proche du panier, pas dans le corner, tu restes sur l'aile. Le fameux 5 slot, le poste 5, 5 slot, le slot c'est l'aile, littéralement. Donc, enfin, pas littéralement, wing, c'est l'aile, mais le slot, c'est l'endroit du terrain sur l'aile, si vous voulez. Mais voilà, en fait, juste si toi, tu te prends tous ces risques et toutes ces difficultés, et toutes ces manœuvres de match-up pour éviter que Cal soit sur le poste 5 pour le pick and roll, en fait, Boston peut juste te dire, bon, bah, ok, mais sauf que Porzingis, on t'utilise en spacer, on t'utilise juste pour écarter du panier Anunoby et pas sur les écrans. Juste, on t'utilise pour apporter du spacing. Et on fait les écrans ailleurs, quoi. Donc, donc voilà, tout ça pour ça, quoi. Bref, ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît un peu compliqué et je dirais quand même que l'avantage est largement côté Boston de ce point de vue-là, de ce côté-là du terrain.